Et après développement de cette expression, on obtient en sortie du multiplieur un signal x de t qui contient trois termes. Une composante continue, un deuxième terme qui contient l'information s de t, la musique, la parole, et un troisième terme qui n'est rien d'autre qu'un signal modulé en amplitude à la fréquence 2FI. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce signal x de t? C'est la musique, c'est l'information, c'est la parole, c'est ces termes-là qui nous intéressent. Il va être facile à isoler, puisqu'il suffit de couper la composante continue et de supprimer cette partie qui se trouve autour de 2 fois la FI, donc très haut en fréquence. Voilà le spectre du signal x de t. On retrouve la composante continue à la fréquence nulle. On retrouve le terme numéro 2, l'information, la musique, qui est là, jusqu'à Fmax. C'est le signal s de t. Et puis la troisième partie du signal x de t, elle se trouve ici, un signal AM autour de 2FI. Avec un simple passe-bas et un condensateur de liaison qui coupe la composante continue, je récupère la musique. Voilà donc le détecteur synchrone complet, un multiplieur, un filtre passe-bas qui coupe à Fmax, un peu au-dessus de Fmax, un condensateur de liaison qui n'est pas représenté ici pour couper la composante continue, et j'obtiens en sortie la musique, la parole, l'information basse fréquence. Cette composante continue a un intérêt puisqu'elle est proportionnelle à l'amplitude E du signal reçu. Un émetteur que je reçois bien, on aura ici un signal important, E important, donc une tension continue importante. Un signal reçu faiblement, il y aura une composante continue de valeur faible. Ça veut dire que cette composante continue pourra servir pour commander le contrôle, pour faire un contrôle automatique de gain sur les étages ampli FI et ampli RF. Alors le problème que pose ce détecteur synchrone, c'est la fabrication du signal synchrone. Si je fabrique ce signal synchrone avec un oscillateur dans le récepteur, je ne suis jamais sûr d'être exactement à la même fréquence et je ne suis jamais sûr d'être en phase. C'est pour cela que dans un récepteur, ce signal synchrone qui est là, il est toujours fabriqué à l'aide d'un circuit d'extraction de la porteuse à partir du signal qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait avec ce signal qui arrive? On l'écrète violemment. Donc on perd la modulation d'amplitude. On transforme le signal sinusoïdal en un signal presque carré par écrêtage. Et puis ensuite on récupère le fondamental à l'aide d'un filtre passe-bande. On a ainsi un signal sinusoïdal qui est rigoureusement de même fréquence que le signal qui arrive et qui est rigoureusement en phase avec le signal qui arrive. Là, il n'y a pas de souci de synchronisation. Le signal est automatiquement synchronisé puisqu'il est fabriqué à partir du signal qui arrive. Et là, je peux mettre en œuvre le démodulateur synchrone, multiplieur filtre passe-bas, et là, je récupère correctement, proprement, le signal modulant. À la sortie du filtre FI, le signal qu'il faut démoduler est affecté de bruit. C'est du bruit électrique qui a différentes origines. D'abord, il y a tous les parasites électromagnétiques produits par les systèmes industriels, les moteurs, etc. Aussi par le soleil, par les rayons cosmiques. Tous ces signaux parasites qui tombent dans la bande de réception vont être captés par l'antenne, transformés en tension et vont s'ajouter au signal. Ce sont ce qu'on appelle des parasites. Et puis il y a aussi du bruit électronique créé par l'agitation thermique des électrons dans les composants du récepteur, les transistors, les circuits intégrés, les résistances. Tous ces parasites s'ajoutent aussi au signal. Alors on définit le rapport signal sur bruit
à l'entrée et à la sortie du démodulateur. À l'entrée du démodulateur, le signal, c'est la porteuse modulée. Le bruit, ce sont tous ces parasites dont on a parlé, et on définit le rapport porteuse sur bruit. En sortie du démodulateur, on a le signal musical, le signal audio, l'information, le signal binaire. On a donc une valeur efficace de signal S et on a une valeur efficace de bruit B. Alors on démontre que le détecteur crête, comme le détecteur synchrone, quand le signal à démoduler est propre, c'est-à-dire pas trop bruité, que le démodulateur améliore le rapport signal-bruit d'un facteur 2. Le rapport signal sur bruit en sortie du démodulateur, c'est-à-dire au niveau de la basse fréquence, est égal à 2 fois le rapport porteuse sur bruit. Ça c'est lorsque le signal à démoduler est propre. Si le signal à démoduler est très bruité, le détecteur crête ne fonctionne plus et cette formule n'est plus valable. Voilà un exemple d'enregistrement pour une porteuse modulée par un signal carré, une porteuse de plus en plus bruitée. Là le bruit existe mais il est relativement limité. Et là, on a un bruit assez fort qui masque presque complètement la modulation. En dessous, on a le signal en sortie du détecteur crête. On voit que là, on reconnaît l'information. On peut, avec un comparateur, une mise en forme, on peut récupérer l'information binaire, les 1 et les 0. Là, ça devient plus délicat. Et là, c'est quasiment impossible à récupérer. Là, le démodulateur crête ne fonctionne plus. Lorsque le signal reçu est très bruité, il vaut donc mieux utiliser un détecteur synchrone plutôt qu'un détecteur crête. Oui, tout à fait. Le démodulateur synchrone donne des résultats satisfaisants, même quand le signal est très bruité comme ici. Le détecteur crête ne fonctionne plus. Le détecteur synchrone, lui, continue à extraire l'information basse fréquence de ce signal. Alors bien sûr, l'information basse fréquence sera moins belle que si la porteuse modulée est propre, non bruitée, mais quand même, chaque fois qu'on a des signaux très parasités, des signaux qui viennent de loin, par exemple des communications entre un satellite et la station au sol, on utilise systématiquement un détecteur synchrone qui donne de bien meilleurs résultats que le détecteur crête. Le prix à payer, c'est un petit peu plus d'électronique parce qu'on a besoin d'un multiplieur, mais ce n'est pas un problème aujourd'hui. Comme on l'a déjà dit, la modulation d'amplitude avec porteuse n'est pas le seul type de modulation d'amplitude. On a développé par la suite d'autres types de modulation d'amplitude, en particulier la modulation en bande latérale double. Alors cette modulation s'obtient très simplement en multipliant simplement le signal modulant par la porteuse. Voilà le montage, on multiplie la porteuse par le signal modulant. En modulation AM classique, je rappelle que ce signal modulant était décalé par une composante continue. Là, il n'y a pas de composante continue, on fait simplement le produit et le signal s'écrit E, S de T, cosinus oméga T. S, c'est l'information basse fréquence qui est dans l'amplitude. Et oméga T, cosinus oméga T, c'est la porteuse. Alors ça ressemble à quoi? Eh bien tout simplement, voilà la porteuse, voilà le signal modulant sinusoïdal, c'est un cas particulier simple, voilà l'oscillogramme du signal modulé en bande latérale double. On voit bien que ce signal modulé en bande latérale double ne peut plus être démodulé par un démodulateur crête. Si on suit les crêtes, on va obtenir l'information basse fréquence redressée, double alternance. Ça marche pas, il y a une déformation du signal, c'est pas valable. Le seul démodulateur qui fonctionne pour la modulation en bande latérale double, c'est les démodulateurs synchrones.
Alors le spectre de ce signal modulé bande latérale double est évident. On n'a que les deux bandes latérales, bande latérale supérieure, bande latérale inférieure. On n'a pas de ré à la fréquence de la porteuse. On comprend bien qu'on va économiser beaucoup de puissance à l'émission parce qu'on n'a pas besoin d'émettre la porteuse, et donc la puissance, on économise la puissance correspondante. J'aime bien cette modulation, parce qu'en l'absence de signal modulant, on n'émet rien du tout, et donc on ne consomme presque rien. Mais pourquoi émettre de bande latérale? Cette modulation est-elle utilisée pour des émissions? C'est vrai, cette remarque est bien intéressante, Zenobia. Et quand le signal S disparaît, quand le signal S est nul, la porteuse modulée est nulle aussi. Il n'y a pas de signal émis en l'absence de modulation. Donc il y a une consommation très réduite de l'émetteur en l'absence de modulation. Pourquoi émettre les deux bandes latérales? C'est vrai, l'information elle est à la fois dans la bande latérale supérieure et dans la bande latérale inférieure. Et donc on n'utilise guère ce type de modulation dans les émissions parce que on fait un pas plus loin et on émet en bande latérale unique. Alors à quoi sert ce type de modulation? Pourquoi est-ce qu'on utilise la modulation en bande latérale double? Eh bien ce type de modulation a été utilisé dans le codage de la couleur en télévision analogique, dans les systèmes NTSC américains et EPAL allemands, européens. Ce type de modulation est encore utilisé aujourd'hui dans le codage stéréo multiplex. Quand on écoute une émission FM stéréo sur la bande FM, eh bien le signal stéréophonique est codé en utilisant cette modulation en bande latérale double. Maintenant que la télévision analogique a fait place à la télévision numérique, la seule application, finalement, la principale application de ce type de modulation reste le codage stéréo des émissions radiophoniques. C'est en 1923 que Carson pousse la logique jusqu'au bout et met au point la modulation en bande latérale unique. Cette bande latérale unique, cette émission BLU, s'appelle pour les anglo-saxons la SSB, Single Side Band. Le spectre du signal émis se limite à une bande latérale, soit la bande latérale supérieure, soit la bande latérale inférieure. Le spectre a bien sûr l'allure suivante, suivant qu'on émet en SSB LSB ou en SSB USB. Voilà, en USB on émet la bande latérale supérieure et en LSB on émet la bande latérale inférieure. Alors les gens se mettent d'accord dans une bande de fréquence, tout le monde travaille soit en USB, soit en LSB. On voit que l'encombrement de l'émetteur est maintenant égal à la fréquence maximale de la BF. C'est-à-dire que si on se limite à une qualité téléphonique, 3 ou 4 kHz pour Fmax, on a une bande occupée par l'émetteur qui vaut 3 ou 4 kHz. C'est difficile de faire, on ne peut pas faire mieux que ça. Émettre en largeur au niveau encombrement spectral, on ne peut pas faire mieux que l'émission en bande latérale unique. Alors bien sûr aussi au niveau de la consommation, on émet que la puissance qui correspond à une des deux bandes latérales, on n'émet pas la puissance de l'autre bande latérale, on n'émet pas la puissance de la porteuse. On a vu que cette puissance de porteuse était importante dans le cas de la AM classique. Donc c'est un type d'émission qui est très économique en consommation. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on supprime la porteuse et la bande latérale inférieure, par exemple, on ne modifie quasiment pas la portée de l'émetteur, tout en réduisant considérablement la puissance émise. Donc c'est un résultat qui est extrêmement intéressant, ce qui fait que la bande latérale unique est très utilisée dans les équipements portables alimentés sur pile ou batterie.
en particulier donc par les radios amateurs, mais aussi pour les liaisons professionnelles. La première liaison radio transatlantique inaugurée en 1927 qui reliait New York à Londres, cette première liaison radio fonctionnait en bande latérale unique. Alors quelle est l'allure, quel est l'oscillogramme d'un signal en bande latérale unique? Alors si on raisonne sur le cas simple d'un signal modulant sinusoïdal, on retrouve le résultat intéressant que si le signal est nul, il n'y a pas de porteuse émise, on n'émet rien du tout. Dès qu'on arrête de parler dans le micro, l'émetteur n'émet plus rien. Donc on se doute bien que la consommation va être intéressante. Si le signal modulant est de fréquence basse, on a ici dans le spectre une raie qui est un peu au-dessus de la fréquence F. Voilà le signal correspondant, on a une simple sinusoïde. Si la BF a une fréquence plus élevée, dans le spectre, on a une raie qui est plus loin, plus haut en fréquence, et donc on a ici une sinusoïde de fréquence plus élevée. Dans le cas général, avec une modulation musicale, le spectre a la forme du spectre du signal BF. Alors bien sûr, pour produire un tel signal, il faut beaucoup plus d'électronique, il faut des multiplieurs, il faut des filtres. On ne va pas rentrer dans le détail de la synthèse d'un signal en bande latérale unique. Voilà un exemple d'équipement. Un émetteur-récepteur BLU professionnel qui couvre la bande entre 1,6 et 30 MHz, qui émet une puissance de 125 watts et qui est prévu donc pour les communications longue distance jusqu'à 1000 km et même au-delà avec une bonne antenne. Voilà, les liaisons entre le sol et les avions, les liaisons audio sont souvent faites en bande latérale unique. Alors on peut bien sûr aussi utiliser la modulation d'amplitude pour transmettre un signal binaire. Voici un signal binaire composé d'une suite de 1 et de 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, etc. On définit la durée d'un symbole, t, c'est la durée d'un bit 1 ou d'un bit 0. On définit aussi le débit en nombre de bits par seconde, d égale à 1 sur t, d c'est l'inverse de la durée du bit. Comment est le spectre d'un tel signal binaire composé d'une suite plus ou moins aléatoire de 1 et de 0? Le spectre est en forme de sinus x sur x qui passe par 0 à tous les multiples du débit. Ce spectre pose un problème parce qu'il n'est pas borné en théorie, il va jusqu'à l'infini. Et donc on est confronté à un problème, c'est que la fréquence maximale du signal BF est une fréquence infinie. Alors si on module avec ce signal binaire, si on module une porteuse, on se doute bien de ce que ça va donner. Pour trouver le spectre du signal modulé, on prend le spectre du signal BF qu'on reporte de chaque côté de la fréquence de la porteuse. Voilà la forme du spectre du signal modulé en amplitude par ce signal binaire. On retrouve dans la bande latérale supérieure la forme du spectre basse fréquence, qui est en théorie infini, et on retrouve la même forme dans la bande latérale inférieure. Alors si on néglige les parties du spectre là qui correspondent à des fréquences très élevées, donc qui sont d'amplitude faible, on peut estimer par exemple sur ce dessin que la bande occupée par le signal est de l'ordre de 8 fois le débit, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois d'un côté, 4 fois de l'autre, c'est-à-dire B à peu près égale à 8D. C'est une formule approchée qui suppose qu'on néglige ce qui est au-delà. Mais ça donne quand même des bandes occupées importantes, hein, avec un débit par exemple de 4800 bits par seconde, qui est un débit faible. On trouve une bande occupée de 8 fois 4800, c'est-à-dire 40 kHz, ce qui est quand même une bande extrêmement large pour un débit, somme toute, très limité.
Alors qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème de fréquence maximale du signal binaire? Eh bien ce signal binaire, dans toutes les communications, que ce soit la AM ou la FM, dans toutes les communications numériques, ce signal binaire est filtré. Ça veut dire qu'on va imposer une fréquence maximale, on va supprimer dans le spectre de ce signal les composantes de fréquence élevée. Alors ce filtrage peut être plus ou moins énergique. Souvent, il est d'ailleurs très énergique. Voilà un exemple de filtrage. Le spectre en pointillé, le spectre du signal basse fréquence avant filtrage, c'est celui-ci, le spectre en sinus X sur X. Et là, on a filtré les données binaires avec un filtre très énergique puisqu'il coupe déjà à une fréquence égale à la moitié du débit binaire. Donc non seulement on supprime les fréquences élevées du spectre, mais on supprime même une bonne partie des fréquences moyennes et même des fréquences basses. Alors ça a bien sûr des conséquences sur la forme du signal, on verra ça sur la diapo suivante. Mais si on filtre ainsi le signal basse fréquence, on a ici une Fmax qui est de l'ordre de D sur 2. À ce moment-là, la porteuse modulée, les deux bandes latérales vont être limitées ici à F plus D sur 2 et F moins D sur 2, c'est-à-dire qu'on aura une largeur de 2 fois D sur 2, c'est-à-dire 4,8 kHz par rapport aux 40 kHz qu'on avait précédemment. Donc on a considérablement réduit l'encombrement spectral du signal modulé. Dans la pratique, c'est toujours comme ça qu'on fait. Voici un signal binaire, signal carré, avec des 0, des 1, 0, 0, 1, 1, etc. Ce signal, si je le fais passer par un filtre passe-bas, je vais le déformer. En particulier, je vais dégrader les fronts, je vais arrondir les fronts de montée et les fronts de descente. Voici la forme, l'allure, l'oscillogramme d'un signal binaire qui a été filtré avec un filtre passe-bas. C'est ce signal filtré qui va moduler la porteuse de l'émetteur et qui va donc être récupéré avec un petit peu plus de bruit à la sortie du récepteur. Si je veux récupérer un signal binaire, il faut que je remette ce signal en forme. Cela peut se faire à l'aide d'un comparateur ou d'un trigger et je peux récupérer ainsi un signal numérique, à condition évidemment que le signal ne soit pas trop bruité. Alors pour observer la situation à la sortie du récepteur, on superpose un grand nombre de traces de ce signal binaire et ça donne ce qu'on appelle le diagramme de l'œil. Voilà la trace à un instant donné. On passe de 1 à 0, 0. Là, on passe de 0 à 1. Là, on passe de 1 à 0 et puis à 1. Et on a ici une forme qui ressemble à un œil. Dans ce cas-là, l'œil est bien ouvert et il y a un moment optimal au milieu du bit, là, où on peut décider si on a bien de transmettre un 1 ou un 0. Lorsque le signal est affecté de bruit, ces traces deviennent beaucoup moins nettes et l'œil se ferme petit à petit et il arrive un moment où il y a trop de bruit et où l'œil est pratiquement fermé et là on aura du mal à distinguer un 1 d'un 0. Les gens qui font des communications numériques, ils aiment bien regarder le diagramme de l'œil du signal à la réception. Du coup, ça ressemble plus à une modulation analogique qu'à une modulation numérique. Oui, tout non à fait. On ne fait jamais finalement de modulation numérique au sens propre du terme. Le signal numérique est toujours filtré et donc toutes les communications numériques, toutes les modulations numériques sont en fait des modulations analogiques si on va vraiment au fond des choses. Le signal numérique
est toujours arrondi et toujours déformé. Pourquoi? Parce que transmettre un signal carré, ça coûte beaucoup trop cher en termes de bande passante. C'est un luxe inutile. On peut très bien accepter une déformation du signal, une déformation raisonnable. On peut très bien l'accepter, sachant qu'à l'arrivée, on va pouvoir remettre le signal en forme à l'aide d'un comparateur. Et qu'est-ce qu'on a gagné en faisant ça? On a gagné de l'encombrement spectral. Le signal modulé par le signal binaire filtré est beaucoup moins encombrant que la porteuse modulée par un signal carré. On ne transmet jamais de signal carré, jamais, jamais. Dans les transmissions numériques, la porteuse peut être modulée en amplitude de deux manières. Soit partiellement, c'est la modulation qui s'appelle ASK, Amplitude Shift Keying. On fait varier l'amplitude de la porteuse au rythme des informations binaires, avec deux niveaux d'amplitude, un niveau qui correspond au 1, un autre niveau qui correspond au 0. On peut aussi moduler totalement la porteuse. Ça s'appelle alors la modulation OOK, On-Off Keying, modulation en tout ou rien. Le 1 correspond à une émission de porteuse, le 0 correspond à une absence d'émission. Alors ce deuxième type de modulation OOK est très utilisé dans les télécommandes de porte de garage par exemple, où on envoie un code binaire qui permet de reconnaître la télécommande pour éviter que n'importe qui puisse ouvrir la porte du garage. Donc il y a un code sur un certain nombre de bits. Et la modulation se fait très souvent par modulation d'amplitude OOK. C'est très facile à mettre en œuvre, il suffit d'avoir un oscillateur qui émet une porteuse et le codeur coupe l'alimentation de cet oscillateur au rythme du code binaire. Alors très souvent sur les dispositifs simples, le signal binaire n'est pas filtré. Et qu'est-ce qui filtre, qu'est-ce qui limite la bande occupée, le encombrement spectral? Eh bien c'est la bande passante de l'amplificateur radiofréquence avant l'antenne, et c'est la bande passante de l'antenne aussi qui est un filtre passe-bande, et c'est cet aspect sélectif de l'amplificateur et de l'antenne suffisent pour supprimer les lobes secondaires dans les bandes latérales supérieures et inférieures et suffisent pour limiter un petit peu la bande occupée. Pour illustrer ce qui vient d'être dit, voici des enregistrements. D'abord, le signal modulant n'est pas filtré. On a ici l'oscillogramme de la porteuse modulée par le signal binaire non filtré. Et on va voir que le spectre de ce signal est très encombrant. Voici le spectre de ce signal, une bande occupée qui est très large, qu'on a arbitrairement limitée à 800 kHz. Le débit du signal initial était de 100 kHz. On reconnaît bien les bandes latérales en forme de sinus X sur X. Alors la même chose avec un signal basse fréquence filtré. Voilà le signal modulant qui a été filtré, qui a été arrondi. Voilà la porteuse modulée. Le spectre est cette fois-ci beaucoup plus étroit. On voit que les bandes latérales ont été largement amputées.
Et l'encombrement spectral est maintenant devenu très raisonnable puisqu'il est de l'ordre de 200 kHz. Alors on voit bien le gain apporté par le filtrage sur l'encombrement spectral de la porteuse modulée. Bravo, je suis vraiment épaté. Le gain en encombrement spectral est fantastique. Je comprends bien maintenant l'intérêt du filtrage passe-bas des données binaires.